Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Baudouin et bonjour à tous les éditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes conseiller municipal et métropolitain de la ville de Nice, conseiller régional et délégué national à l'animation du parti Reconquête. Alors les universités d'été de Reconquête avaient lieu ce week-end. Quel cap se donne le parti pour cette nouvelle année ? Écoutez, d'abord, il faut dire que c'est les universités d'été, les secondes seulement, puisque Reconquête c'est une nouvelle force politique, un jeune mouvement, ont été un véritable succès. Nous avons rassemblé hier pour la réunion publique commune d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, dont il ne vous aura pas échappé qu'elle est désormais notre tête de liste, qu'elle conduira la liste de Reconquête aux élections européennes. Nous avons rassemblé plus de 3000 personnes et puis surtout pendant les journées précédentes, nous avons rassemblé 400 cadres territoriaux. J'ai eu moi-même l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises comme formateur dans des tables rondes. C'était un véritable moment à la fois de conviction, ce qui est la marque de fabrique de Reconquête, mais aussi de convivialité. Et ça aussi, ça fait partie de l'identité de Reconquête. C'est un mouvement, je dois le dire, où les gens sont justement réunis au nom d'idées, au nom de combats communs avant tout. Et c'est ce qui crée aussi cette véritable convivialité, cette communauté. On a eu la chance d'accueillir certains de vos collègues. Je pense notamment à Paul-François Paoli, à Yvan Rioufol. On avait aussi comme autre invité extérieur Jean-Paul Gourevitch, spécialiste des migrations et de l'Afrique, ou encore Laurent Oberton. Voilà, c'était un grand moment. Et puis bien sûr, la première réunion publique après l'annonce aux 20h de TF1 mercredi dernier de la candidature de Marion. Donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, avec désormais 9 mois. 9 mois pour aller convaincre les Français jusqu'au mois de juin pour ces élections européennes, les convaincre que nous avons à affronter le défi du siècle dans ces élections, qui est celui du grand remplacement, dont il n'y a pas que la France qui soit menacée, mais en réalité l'ensemble de notre civilisation sous les coups cumulés de l'immigration, de l'islamisation, et aussi, et tant Éric que Marion ont insisté là-dessus dans leur prise de parole médiatique ces derniers jours, aussi de l'effondrement de la natalité. On ne remplace que ce qui peut être remplacé. Voilà, et donc c'est ces combats que nous mènerons. Et pour continuer à filer la métaphore, comme l'a dit Marion hier, elle-même est maman de 2 petites filles et elle sait qu'en 9 mois, on peut accomplir des choses merveilleuses. C'est ce qui est devant nous désormais. Vous n'avez pas invité de rappeurs à vos universités d'été à Reconquête ? Moi, j'aurais été vraiment particulièrement ravi de faire un petit clash avec Medine. J'ai une barbe certes un petit peu plus courte, mais on partage la même coupe de cheveux. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Voilà, il pouvait pas toutes les faire. Hein. Medine était déjà l'invité de la France bien soumise. Il a été aussi l'invité d'Europe Écologie Les Frères musulmans. Il n'était pas libre ce week-end-là, mais ça aurait été avec grand plaisir. Vous savez, il y a quelques années de ça, Damien Rieu avait ce lanceur d'alerte qui est à nos côtés. À Reconquête avait eu un débat avec Medine qui a malheureusement jamais été diffusé. Voilà, je crois qu'il avait remporté haut la main tant l'épreuve. Sur YouTube, le débat avait été diffusé sur YouTube. Vous parlez d'un autre. Exactement. Et il l'avait lui-même diffusé, mais ça devait passer en télé à l'époque, et il l'avait diffusé. Manifestement, c'était pas au goût des producteurs, et il avait démontré toutes les compromissions absolues de Medine, le rappeur islamiste. Alors ouais, qu'est-ce que vous a inspiré de cette défense bec et ongle de la gauche, d'une partie de la gauche française pour le coup, pardon, notamment donc de la NUPES et des écologistes. Certains membres de la NUPES et des écologistes n'ont pas approuvé cette décision. Est-ce qu'il y a une radicalisation vers cet islamo-gauchiste de la NUPES ? Oui, de manière évidente, hein, on l'a vu s'opérer depuis des années, ce glissement islamo-gauchiste, comme on l'appelle désormais, de la gauche française. Vous le dites, certains n'ont pas apprécié, mais il faut le dire, ils sont marginaux. Soyons très clairs, en réalité, il y a une bascule qui s'est opérée. On est passé d'un Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs à l'occasion de toutes ces polémiques, beaucoup de ces anciennes vidéos sont ressorties, d'un Jean-Luc Mélenchon qui condamnait le voile, le port de l'abaya, qui disait que l'islamophobie, ça n'existait pas, qui était dans une position qui n'est pas la mienne, sans doute pas celle de la plupart de vos auditeurs, mais qui était dans une position, disons, radicalement républicaine, dans le robespierrisme qui était un peu le guide de
de la France insoumise et de ce qu'il a précédé, et tout ça a basculé. On se rappelle, ça va, en 2012, il faisait une campagne matinée de national-républicanisme. Ils avaient réintroduit les drapeaux français dans les meetings, ça chantait la Marseillaise, etc. Et puis on a vu la bascule s'opérer petit à petit lors des différentes élections, jusqu'à devenir totalement dépendant de cet électorat, puisqu'aujourd'hui, on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est une dépendance électorale d'une large partie de la NUPES à cette clientèle islamique, et on voit les dérives que cela entraîne. Alors vous parliez de ce national républicanisme, et est-ce qu'il est pas fou de voir que Jean-Luc Mélenchon rate un électorat donc qui se tourne plutôt vers des partis de droite ou vers le Rassemblement national. Si Jean-Luc Mélenchon parlait un peu plus d'immigration et un peu plus de laïcité, s'il avait toujours cette position radicalement républicaine, comme vous disiez, il pourrait être un très fort concurrent à Marine Le Pen. C'est du gâchis, ou il y a plus à gagner côté de l'électorat, on va dire, musulman, descendant d'immigrés? Écoutez, c'est en tout cas un choix cynique et tactique qui a été opéré par la France insoumise, qui quelque part marche dans les pas des think tanks comme Terra Nova, qu'il avait prophétisé en son temps. Voilà, ils font du clientélisme intersectionnel, en fait, à la France insoumise. Ils ont fait le choix de se tourner vers cet électorat. Ça fait longtemps que la gauche a abandonné les classes populaires. Ça fait longtemps que la gauche ne défend plus le travail, mais plutôt l'assistanat. Ça fait longtemps que la gauche ne défend plus notre identité, mais plutôt les immigrés. Et est-ce que vous, à quel genre de clash pour employer ce mot anglais, mais de choc pourra-t-on assister quand cet électorat va découvrir ou réaliser que dans le programme de la NUPES, porté par des gens comme Sandrine Rousseau, par exemple, un programme extrêmement progressiste, dans le sens une vision de la famille très moderniste, peu conforme à un certain conservatisme chez un électorat musulman. Oui, c'est là je le disais, voilà, le clientélisme intersectionnel. On est au cœur du sujet, c'est-à-dire un espèce de truc délirant où on défend dans le même temps la PMA pour toutes et le droit au voile islamique pour toutes. Voilà, il y a quelque chose là-dedans de très compliqué à manier, mais ils s'en sortent. Ils sont pas à quelques circonvolutions près. Et c'est une prouesse. Rousseau en est un exemple. Il y en a d'autres. Oui, c'est une prouesse, et surtout énormément d'hypocrisie. C'est pour ça que je parlais aussi de cynisme tactique. Voilà, parce qu'en réalité, on sait que cet électorat qui répond aux sirènes islamo-gauchistes dans certaines banlieues, 83% dans un bureau de vote de ma ville de Nice, dans le quartier de l'Ariane, pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. C'est pas le quartier le plus gaulois, vous imaginez bien. Ce même électorat, effectivement, est sans doute peu tourné vers le mariage pour tous et tout ce qui s'en est suivi. Mais bon an, mal an, la France insoumise fait son petit chemin sur le sujet. C'est abaya et transgenre, et puis advienne que pourra. Et dans ce quartier de l'Ariane, où j'imagine le quartier des Moulins, de la Trinité à Nice, c'est un électorat purement d'origine immigrée, où on a aussi cette gauche NUPES sensible aux questions sociales, aux questions écologiques. Non, dans ces quartiers-là où effectivement Jean-Luc Mélenchon a réalisé de gros scores, c'est un électorat très largement immigré. Vous savez, moi j'ai grandi dans le quartier des Moulins que vous avez cité à l'instant, qui s'est illustré récemment à l'antenne de certains de vos confrères, puisqu'il y a eu ce qui devient maintenant quasi quotidien dans notre pays, les règlements de compte à la Kalachnikov. On parle désormais de narco-quartier. C'est le quartier dans lequel j'ai passé une partie de mon enfance et mon adolescence. Et les quelques Européens qui y habitent encore, qui ne sont pas encore parvenus à fuir, c'est pas pour Jean-Luc Mélenchon qui vote, c'est pas sur lui qui compte pour améliorer leur vie, bien entendu.
Donc c'est une tactique qui fonctionne du moins dans ces quartiers. Alors vous évoquiez donc des règlements de compte. Il y a eu encore une fois dans le quartier Pisevin à Nîmes un règlement de compte, une nouvelle fusillade qui a fait 2 blessés. Gérald Darmanin envoie des brigades de CRS, fait de grandes promesses pour la sécurité des habitants de Nîmes. Mais pourtant cette violence ne s'arrête pas. C'est toujours des belles paroles avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est des belles paroles ou des beaux tweets, oui, en général. Moi, je veux dire les choses très simplement. Je pense que c'est un des pires ministres de l'Intérieur qu'on ait jamais eu. Gérald Darmanin, c'est effectivement le ministre qui se montre incapable d'endiguer cette transformation de certains secteurs de notre pays en narco-quartier. C'est le ministre de l'Intérieur qui, dans le même temps, a dissous Génération Identitaire et accueilli l'Ocean Viking. Voilà, c'est ça quand même le bilan de Gérald Darmanin. Et quant à la situation dans ces secteurs, vous disiez nouvelle fusillade quartier Pisevin, nouvelle fusillade dans le quartier des Moulins encore ce week-end à Nice avec cette CRS 8 qui est devenue, c'est un peu comme avant on avait les déplacements de ministres qui faisaient la tournée des commissariats et désormais on a la CRS 8 qui est arrivée à Nice. Donc la CRS 8 qui est censée devenir une forme de brigade spécialisée pour aller là où ça va pas. Ils vont vite avoir le mal des transports. Puisqu'ils sont c'est la carte miracle. Oui. Exactement. Et donc, ils sont arrivés à Nice il y a 2 jours. Vous savez, dans tout ça, bien sûr, il y a une réponse sécuritaire, mais tant qu'on n'aura pas réglé les 2 problèmes qui sont de chaque côté de la question sécuritaire, le laxisme migratoire en amont, le laxisme judiciaire en aval, c'est pas sur ces pauvres policiers qu'on pourra tout faire reposer. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas là l'idée, c'est dans le quartier des Moulins qu'on évoquait à l'instant, hein, ce sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Christian Estrosi, dans un échange avec Gérald Darmanin justement, 60% des dealers arrêtés dans le quartier des Moulins sont des clandestins. On parle même pas de jeunes issus de l'immigration. Ce sont des clandestins. Ça doit être le chiffre magique à Nice. 60% des détenus de la prison de Nice sont étrangers. Je le répète pour les auditeurs, qu'on soit bien clair. 60% des détenus de la prison de Nice sont étrangers. Là encore, je ne parle pas d'autres détenus qui seraient issus de l'immigration ou binationaux. Voilà, ça c'est une première réalité. Et puis bien sûr, il y a ce que nous connaissons parfaitement sur le plan du laxisme judiciaire. Vous savez, M. Darmanin, il peut trépiner, bomber le torse, prendre des airs martiaux, tant que de l'autre côté, on aura M. Dupond-Moretti qui est plus soucieux manifestement du sort des délinquants que des victimes. Les choses continueront ainsi. Et la question qu'on doit se poser face à cette explosion, hein, on est face à un phénomène de masse. De ces règlements de compte et du trafic de drogue dans notre pays. Je rappelle que l'an dernier, l'Europe est devenue le premier marché pour la cocaïne colombienne. Donc on est vraiment face à un phénomène massif. Tant qu'on mènera pas une vraie guerre contre la drogue sur le plan sécuritaire, judiciaire, mais aussi moral et culturel, parce qu'aujourd'hui, finalement, la drogue se banalise. Vous savez, quand vous avez même tout ce qui s'est passé autour de ce commerce de CBD, etc. Voilà, on a une banalisation, on a dans nos rues des commerces de CBD, c'est pas si grave. Et puis tout ce qu'on peut voir dans un certain nombre d'émissions, dans un certain nombre de messages culturels, dans le cinéma, dans les séries, dans la musique, bien sûr, où on idéalise ce mode de vie, où on banalise à la fois la consommation de drogue, mais aussi le mode de vie trafiquant qui finalement devient une espèce de modèle de réussite comme un autre. Et bien, tant que cette guerre ne sera pas menée sur le plan sécuritaire, sur le plan judiciaire et aussi, et j'insiste là-dessus, sur le plan moral et culturel, et bien la situation continuera. Et bien sûr, là-dedans, je le disais, il y a la question du laxisme migratoire, mais plus largement de la maîtrise de nos frontières, parce que la cocaïne, a priori, ça pousse pas ni en Normandie, ni dans les plaines de l'arrière-pays, dans les vallées de l'arrière-pays niçois. On en trouve un peu quand même, j'imagine, en France de cette culture. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en effet, ce n'est pas qu'un enjeu sécuritaire, mais aussi moral et culturel. Vous disiez, on a la sensation avec, en effet, un discours républicain que si en fait on arrive à lutter contre l'islamisme, lutter contre le trafic de drogue, tout ira mieux. Le problème est plus profond, d'après vous ? Le problème, c'est que vous savez, les phénomènes, c'est pas des concepts, ce sont des choses très concrètes. Les questions, c'est pas de lutter contre l'islamisme comme idéologie, mais derrière l'islamisme, il y a des islamistes. Derrière le trafic de drogue, il y a des trafiquants de drogue. Et donc, quand on fait certains constats, effectivement, et
qu'on se dit, au vu des statistiques qui sont de plus en plus disponibles, c'est intéressant. On vit dans un monde qui est de plus en plus dans La data. l'accessibilité. Voilà, j'ai essayé. Parce que je sais qu'à l'antenne de Radio Courtoisie, je vois que vous avez La donnée, oui, la donnée, pardon. Studio. Voilà. Ah là, voilà, mettez une pièce, Baudouin, dans le cochon. Donc, les données sont de plus en plus ouvertes. Voilà, vous avez failli faire encore pire. Eh bien, désormais, les statistiques sont à notre disposition. Et bien sûr que dire qu'on va résoudre le problème de l'islamisme en continuant à faire rentrer des centaines de milliers de musulmans dans notre pays chaque année, c'est là toute la tartufferie du sujet de l'abaya. Oui, effectivement, quand vous faites rentrer au fil des années des centaines de milliers, des millions de musulmans dans un pays, eh bien, petit à petit, vous avez des revendications musulmanes. Ça semble assez évident comme logique et on ne peut pas juste vouloir régler ça, voilà, en disant on va interdire l'abaya, puis le camis, puis etc., etc. Déjà, peut-être, effectivement, le vrai pas, c'est d'en finir avec l'immigration musulmane massive qui modifie profondément notre société. La question, elle est celle de cette offensive islamique à l'école, elle est celle des réseaux islamistes qui poussent derrière, mais en réalité, plus globalement, elle est celle de l'islamisation de notre société, c'est-à-dire de la modification substantielle de nos mœurs, de notre culture, y compris de nos villes, sous l'influence de la présence de millions de musulmans dans notre pays. Et tout cela est, ma foi, assez logique et cohérent. Finalement, vous savez, il y a quelque part deux positions qui se tiennent face à tout ça. Il y a celle de Jean-Luc Mélenchon dont on parlait tout à l'heure, qui dit, moi j'appelle ça la créolisation, et c'est extraordinaire, voilà, avec une vision un petit peu idyllique de tout ça, parce que. Et puis il y a celle de Reconquête, d'Éric Zemmour, de Marion Maréchal, qui disent, voilà, nous ne voulons pas de ce que lui appelle la créolisation, et que nous appelons le grand remplacement, c'est-à-dire la disparition progressive de notre peuple et de notre culture. Finalement, avec l'utilisation de ce terme créolisation, on est passé d'un déni de ce changement de population en France à une reconnaissance de ce phénomène par le terme créolisation. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est un phénomène assez régulier. Et très clairement, d'ailleurs, là, autour de l'abaya, on a vu avec les différentes positions qui sont exprimées. D'abord, vous savez, moi, ça fait quelques années, je crois que je fêterai mes 30 ans d'engagement l'année prochaine, que je me bats en première ligne contre l'immigration massive et toutes ses conséquences, et surtout en réalité pour l'affirmation et la protection de notre identité. D'abord, on nous disait c'est pas vrai, puis vous exagérez, et puis désormais on est passé dans la phase de c'est formidable, c'est-à-dire qu'on est passé d'un phénomène qui était faux 6 mois avant à un phénomène qui est génial. Alors on dirait on a fait un pas, déjà on arrive à être d'accord sur le constat, mais maintenant effectivement c'est plus exactement le même, et tous ces gens qui disaient mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez, etc., sous l'effet évidemment des statistiques, mais surtout sous l'effet de tout ce que les gens peuvent constater. Voilà, il y a un moment, vous savez, on peut pas expliquer aux gens que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils constatent, tout ce qui rythme leur vie au quotidien, puisque de nombreux Français sont aujourd'hui dans une stratégie d'évitement permanente. On déménage, on essaye de contourner la carte scolaire, ou alors on met ses enfants dans des institutions, dans des écoles privées. On ne va plus dans tel restaurant qu'on adorait parce que c'est plus possible dans le quartier, ou on n'y va plus le soir, etc., etc., etc. Et les Français ne sont pas dupes, ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, leur vie a changé à tous les niveaux, et ils arrivent à peu près à se rendre compte pourquoi. Et alors, comment faire comprendre, par exemple, à cette gauche ou ce centre républicain qui veut, en interdisant l'abaya, qui pense en interdisant l'abaya, stopper ce phénomène, comment leur faire comprendre que c'est une réaction sans doute d'une jeunesse musulmane qui ne se reconnaît pas dans ce déracinement, dans cette perte de valeur, et que finalement, parce que vous-même, j'imagine, vous défendez une réappropriation culturelle de française ou même niçoise. Comment faire comprendre à cette gauche centre républicain que le phénomène de l'abaya, de la réappropriation d'une culture musulmane n'est que le début, sachant que c'est une population qui est jeune et qui démographiquement est dynamique. Oui, vous savez, d'abord, si vous me permettez, je pense qu'il faut rompre avec l'idée que ça serait toujours un petit peu de notre faute. Je ne vous mets pas là en accusation, mais il y a une idée sous-jacente qui voudrait dire bien sûr, on n'affirme pas assez, c'est nous qui, quelque part, nous sommes effacés, et donc, parce que nous nous affirmons pas assez, d'autres
viennent combler l'espace. La réalité, c'est que, vous le savez, le nombre fait la loi. Voilà. Et qu'à un moment, quand vous avez des classes, encore une fois, dans le quartier où j'ai grandi, où on a 40 gamins, dont 35 qui sont musulmans, eh bien voilà, ce qui fait la loi, c'est davantage l'islam que la République. Ce qui fait les valeurs, c'est davantage l'islam que notre identité, et avec toutes les conséquences que ça a. Bien sûr qu'il y a un travail de réaffirmation de notre identité, de nos valeurs. Dans mon cas, et vous avez raison de citer les différents niveaux. Dans mon cas, oui, je pense que l'identité niçoise, notre identité historique française, notre identité civilisationnelle européenne qui charrie ces valeurs communes, héritage de Rome, d'Athènes et de la chrétienté, bien sûr doit être réaffirmée. Mais je dirais que le sujet majeur, c'est celui de la présence et de l'entrée continue sur notre territoire de centaines de milliers, de millions de musulmans. Et on voit, c'est vrai d'ailleurs, chez les jeunes musulmans, une pratique religieuse de plus en plus affirmée. Les jeunes musulmans font davantage le ramadan que les jeunes musulmans ne le faisaient il y a 10 ans. Les jeunes musulmanes portent de plus en plus le voile. C'est absolument exponentiel, l'explosion du port du voile. Et on a là l'effet conjugué de cette présence massive d'immigrés ou des descendants d'immigrés musulmans et de la faiblesse absolue qui était celle de notre pays face au réseau islamiste. Parce que là aussi, il y a une réalité, il y a une responsabilité. Nous avons laissé sur notre sol se développer des réseaux islamistes avec des compromissions clientélistes locales. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, en est un bel exemple, mais il est loin d'être le seul. Mais on va en reparler. Ouais. En réalité, on a laissé se développer dans notre pays des réseaux islamistes, y compris, je pense notamment à toute la mouvance des frères musulmans qui sont à mes yeux les plus dangereux et les plus redoutables, qui sont interdits dans de nombreux pays musulmans et qui ont pu, sur notre sol, bénéficier, y compris du blanc-seing de la République, puisque je rappelle que l'UOIF, désormais musulman de France, qui est donc la mouvance française, les représentants français des frères musulmans ont été invités à la table de la République, au sein du Conseil français du culte musulman, etc. On va y revenir dans un instant. Philippe Vardon, reste avec nous. Il est 9h, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Vue de haut. Nous sommes avec Philippe Vardon, membre de Reconquête, élu conseiller municipal de la ville de Nice. Philippe Vardon, qu'est-ce que vous avez pensé de ces sifflets au Stade de France lors du discours d'Emmanuel Macron, qui semble-t-il venait tenter une petite intervention difficile? On peut se dire que manifestement, la France du rugby vote pas Macron. Alors là aussi, c'est souvent, on en avait souvent l'idée, mais on en a eu la confirmation. Je sais pas ce qu'ont fait les conseillers com de Monsieur Macron, mais c'est pas le jour où ils ont été le plus inspirés. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Et alors, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette équipe de France, alors qui réussit sur le plan sportif, mais dont la préparation avec Fabien Galtier est intéressante, avec des valeurs assez patriotiques et assez françaises qui infusent? Oui, c'est une belle équipe. Franchement, moi j'ai joué au rugby plus jeune. On a eu, je vous disais tout à l'heure, l'université d'été de Reconquête, c'est aussi des moments de convivialité. C'était génial. On a regardé, on avait installé un écran géant, donc on a regardé le match avec toute la direction du mouvement. On a tous partagé ça et tous les cadres qui étaient sur place. Donc on a vibré ensemble vendredi soir. C'est avec Éric Zemmour et particulièrement amateur de sport en général. Et on a Stanislas Rigaud qui lui est très amateur de rugby, donc il faisait des saltos dans tous les sens. C'était un beau match. C'est une belle équipe qui a vraiment des belles qualités qui moi m'a rappelé. On a vu un moment, je suis beaucoup plus vieux que vous malheureusement, et moi mes premiers souvenirs enfant de rugby, c'était la grande équipe de Serge Blanco. Alors, je pense que les auditeurs comprendront, vous sans doute un peu moins, mais on a vu un moment, Serge Blanco était dans les travées du stade et ça me rappelle un peu cette épopée-là. Il y a une belle équipe et vraiment ça fait plaisir. Et puis voilà, le résultat était au rendez-vous en plus. Le sport, c'est comme la politique, c'est pas toujours très juste, mais quand on a là une équipe qui joue bien, qui a de l'envie, qui a un bon esprit et qui en plus a les résultats derrière, ça fait vraiment plaisir. Donc faut qu'ils aillent le plus loin possible. Moi, je veux bien une petite finale France-Afrique du Sud, ça serait bien ça.
Ah oui, ça serait absolument emblématique. En effet, Serge Blanco, je n'ai pas connu, j'étais plus de la génération de la Coupe du Monde de 2007. Alors Ouais, pour revenir, pour revenir bonne à la... référence. Oui, légère, oui. Le temps passe vite. Pour revenir à Nice et à la question des réseaux islamistes que vous disiez que la France a laissé se développer sur notre territoire. Vous êtes engagé localement à Nice et vous avez souvent dénoncé le laisser-faire du maire Christian Estrosi, notamment dans un livre Demain, l'imam Estrosi, demain à Nice, 20 mosquées, point d'interrogation. Et alors, est-ce que le développement de ces mosquées ne préexistait pas à la mandature de Christian Estrosi? Je vais vous répondre très clairement, non. Le maire qui a précédé Christian Estrosi, c'est un maire pour qui j'ai énormément de respect et d'amitié, qui s'appelle Jacques Perrat, qui était un compagnon de route et même un compagnon d'armes de Jean-Marie Le Pen, qui a été longtemps membre, qui a été parmi les fondateurs du Front National, qui s'en est ensuite éloigné pour des raisons politiques, mais aussi humaines, et qui a été maire de notre ville de 95 à 2008. Et je peux vous assurer que avec Jacques Perrat, ces réseaux ne se développaient pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour les combattre et s'opposer à toute ouverture de mosquées dans notre ville. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de musulmans, ça ne veut pas dire qu'il y avait des mosquées qui vivotaient, mais ça n'avait absolument rien à voir. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que Christian Estrosi, son premier acte de campagne, quand il a voulu partir à l'assaut de la mairie de Nice, ça a été justement de marquer sa différence avec Jacques Perrat sur ce plan-là. Moi, la première fois que j'ai organisé un rassemblement, une manifestation contre Christian Estrosi, c'était en 2006. Il était alors encore président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et il avait pris position dans Nice Matin ouvertement contre Jacques Perrat en disant qu'il fallait une mosquée, une grande mosquée à Nice. C'est la première fois que je me suis mobilisé, que j'ai mobilisé contre lui. Donc c'est quelque chose d'assez fondateur. On le retrouve l'année d'après en pré-campagne municipale. C'est des municipales de 2008 qui ont vu Christian Estrosi devenir maire de Nice. Et en pré-campagne municipale, en 2007, on le retrouve dans la grande mosquée de l'Ariane. Donc c'est quand même une mosquée de 800 places, qui est vraiment le navire amiral du frérisme, des frères musulmans dans notre département. Et il y a cette vidéo. J'invite vos auditeurs, si vous tapez Christian Estrosi mosquée, vous retrouvez ça très facilement sur les plateformes vidéo. Et on retrouve Christian Estrosi qui se promène, qui visite la grande mosquée de l'Ariane avec l'imam Aïssaoui, qui est un ponte des frères musulmans, qui a été enseignant dans l'Institut de formation des imams de l'UOIF. Cette même mosquée de l'Ariane, et j'ai eu l'occasion de le démontrer, vous avez rappelé cet ouvrage de 2014 qui malheureusement s'intitulait Demain à Nice, 20 mosquées. Et aujourd'hui, on les a, les 20 mosquées dans notre ville. Et j'ai eu l'occasion de démontrer que cette mosquée de l'Ariane en particulier avait diffusé sur ses réseaux sociaux la totale, les citations d'Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, des vidéos de Mohamed Morsi, qui était le leader des Frères musulmans égyptiens, du Hani Ramadan, etc., etc. Ça n'a pas empêché Christian Estrosi, quelque part, de faire sa pré-campagne, très clairement, dans cette mosquée. Il avait même dit... c'est terrible. L'imam lui dit à la fin, je ne peux pas vous imiter l'accent, mais ça mérite des sous-titres dans la vidéo. Vous êtes ici chez vous. Et Christian Estrosi avait dit, je m'y sens chez moi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans ce quartier de l'Ariane, qui plus est dans cette mosquée liée aux frères musulmans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Niçois qui s'y sentent encore très à l'aise. Et on a eu, depuis l'élection de Christian Estrosi, de manière très claire, une politique qui est faite... Vous disiez, on laisse se développer. Il y a des complicités passives, c'est vrai, puis il y a aussi des complicités actives. La municipalité Estrosi a petit à petit fait le choix en fait de s'appuyer sur l'UOIF. C'est très fort, les frères musulmans. C'est organisé, c'est cadré. C'est pas les salafistes. On n'a pas des immenses barbes, on n'a pas des apparences provocatrices. On est sur des gens qui connaissent très bien leur boulot, qui savent y faire et qui sont finalement pour un politique dont la culture essentielle, presque l'idéologie et le clientélisme, des partenaires parfaits. Vous savez, Christian Estrosi, il traite avec les frères musulmans comme avec les Claude Boulle. C'est pareil pour lui. Voilà. Un Claude Boulle demande d'agrandir la buvette. Christian Estrosi va dire, bon alors ils sont combien dans ce Claude Boulle? Ils sont combien? Ça fait combien d'électeurs? Oui, agrandissez la buvette. Les frères musulmans disent,
là, on aurait besoin d'agrandir un petit peu la mosquée. Christian Estrosi, oui, ils sont combien allés à cette mosquée, etc. Et tout ça n'est allé que de manière exponentielle. Est-ce que vous pouvez, alors c'est des accusations que vous portez envers Christian Estrosi, est-ce que vous avez des exemples ? J'ai plus que des exemples, j'ai même des jugements. J'ai fait condamner à 2 reprises la municipalité Estrosi pour ses compromissions avec les islamistes. Une première fois, il y a 10 ans, en 2013, j'ai fait condamner la municipalité Estrosi pour l'installation dans des locaux municipaux d'une mosquée liée aux frères musulmans avec un loyer sous-évalué. En gros, on avait fait établir par un expert immobilier que le loyer aurait dû être de 1 500 euros et la mairie avait fait un loyer, dire bêtises, mais de mémoire de 700 ou 750 euros. Donc on a eu une bataille judiciaire. J'ai fait condamner personnellement en tant que contribuable d'ailleurs, puisque l'idée, vous savez, quand vous travaillez sur des dossiers comme ça, il faut trouver la porte d'entrée en réalité. Et en tant que contribuable, le tribunal administratif a estimé qu'il y avait un manque à gagner pour les contribuables niçois, puisqu'un local municipal était loué à un tarif totalement sous-évalué, et la municipalité Estrosi a été condamnée pour atteinte grave au principe de laïcité. C'est écrit dans le jugement, atteinte grave au principe de laïcité, puisqu'ils ont favorisé un culte. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait condamner à nouveau la municipalité Estrosi, cette fois-ci pour avoir mis à disposition pour la fin du Ramadan, pour la prière de l'Aïd, un théâtre de Nice. Encore une fois, c'est le théâtre de l'Ariane, de ce quartier. Encore une fois pour la mouvance ex-UOIF Frères Musulmans. Et ils leur ont mis à disposition ce théâtre gratuitement. Et en fait, ça s'est terminé en prière de rue incroyable. Là aussi, si vos auditeurs veulent voir les images, elles sont assez dingues. Elles sont disponibles sur mes réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, où on s'est retrouvé avec 1500 musulmans qui priaient sur le parking de ce théâtre. En fait, ils avaient fait les femmes à l'intérieur, les hommes à l'extérieur. Ils avaient mis une amplification sonore telle que ça a provoqué de véritables troubles à l'ordre public, puisqu'on a chez nous la vallée du Paillon, c'est-à-dire les communes autour, où on a les gens qui ont appelé la gendarmerie. Vous savez qu'on est dans un territoire qui a été frappé de manière extrêmement violente par le terrorisme islamiste, et je peux vous assurer que quand les gens sont réveillés d'un coup avec un appel à la prière, qu'ils comprennent pas d'où ça vient, etc., ça les met pas de très bonne humeur. Donc on a eu une avalanche d'appels dans les gendarmeries, etc., en disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'était cette prière de rue. Et ce qui est terrible, et je vais peut-être vous faire sourire nos auditeurs, imaginez-vous, ce théâtre a été mis à disposition gratuitement par la municipalité. Un membre du cabinet du maire responsable des liens avec les cultes était présent en train de prendre le thé avec l'imam sur place, et l'émotion a été telle avec ce qui a été diffusé sur le plan sonore et les images, 1500 personnes qui priaient, etc., qu'Estrosi s'est fendu d'un tweet pour dire qu'il condamnait la prière de rue. C'est sa municipalité, non mais attendez, c'est sa municipalité qui a mis à disposition le gymnase. Un membre de son cabinet est présent sur place. Lui, tranquillement, il fait un tweet. Voilà, vous savez, Estrosi, il est capable de tout. Ben moi, j'ai fait condamner devant, encore une fois, le tribunal administratif, la municipalité Estrosi, pour cette mise à disposition gracieuse du théâtre. D'ailleurs, on va maintenant aller se défendre devant le Conseil d'État, puisque la municipalité a fait appel devant le Conseil d'État. Tout ça, c'est une guérilla juridique, c'est aussi une guérilla financière. Parce qu'il faut bien comprendre que, par exemple, pour nous, de notre côté, devoir se défendre devant le Conseil d'État, c'est un coût d'à peu près 10 000 euros. Tandis que du côté de la municipalité, eh bien, ce sont les impôts des Niçois qui payent. Donc voilà, vous me demandez des exemples. Je vous dis non seulement ce ne sont pas juste des exemples, et on pourrait se dire, pardon, il dénonce, mais très bien. Ce sont des jugements. Voilà. Il a été reconnu à 2 reprises ces compromissions. Et puis, par ailleurs, je pourrais en citer plein d'autres qui n'ont pas fait l'objet de décisions judiciaires au sortir du grand confinement du Covid. On avait là aussi une mosquée, encore une fois, installée dans des locaux municipaux. C'est le cas de 3 mosquées à Nice qui avaient diffusé pendant 15 jours l'appel à la prière tous les soirs, donc sur tout un quartier, pour le Ramadan. Pendant 15 jours de Ramadan, tous les soirs, la mosquée diffusait sur tout le quartier un immense appel à la prière. On a été alerté par des habitants. On s'est rendu sur place. J'ai fait une vidéo en direct qui a fait des millions et des millions de vues. On a fait un live. C'était assez tendu, vous imaginez bien. J'étais là, on attendait que l'appel à la prière se lance. Mais on a fait stopper ça aussi. L'appel à la prière s'est arrêté, mais la municipalité a laissé cette mosquée dans des locaux municipaux. Donc c'est un combat
C'est un combat évidemment de chaque instant, c'est un combat sur le terrain politique, c'est un combat sur le terrain judiciaire, mais Christian Estrosi, là-dessus, n'est pas le seul. Et puis, pour répondre peut-être à la question peuvent se poser peut-être certains de vos auditeurs qui se disent, mais à Nice, on connaît pas que Christian Estrosi ou Philippe Bardon comme personnalité politique, on connaît aussi ce monsieur de LR, Éric Ciotti, qui est souvent énervé quand il est dans les micros des médias parisiens. Et ben, si on se demande ce que fait Éric Ciotti face à tout ça, je me permets de rappeler qu'il a été l'assistant parlementaire, le directeur de cabinet, le premier adjoint de Christian Estrosi. Et la réponse à que fait Éric Ciotti face à cette islamisation de notre ville et face à ces dérives et ces compromissions islamistes, la réponse est rien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parlez du fait que le maire précédent, Jacques Perrat, avait fait en sorte d'endiguer l'ouverture de mosquées. Mais est-ce que justement, ce n'est pas ça qui a permis, à favoriser des réseaux clandestins, donc beaucoup plus radicaux peut-être que la population, et donc qui a créé des réseaux islamistes qui continuent d'agir dans la ville de Nice? Vous savez, malheureusement, là aussi, c'est souvent une réponse un peu facile d'expliquer. Bon, alors pour qu'il n'y ait plus le fameux islam des caves, pour qu'il n'y ait plus d'islam clandestin qui serait de nature plus radicale, on va faire des grandes mosquées, comme ça sera formidable et ça n'a rien à voir. Sauf qu'on se rend compte que dans les grandes mosquées qu'on fait, en général, la doctrine est tout aussi radicale. Alors certes, il y a les salafistes de garage et on a les frères musulmans des grandes mosquées. Je peux vous assurer que sur la dangerosité politico-religieuse, c'est absolument du même ordre. Et moi, je note, vous savez, sous Jacques Perrat, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais on avait déjà des mosquées qui existaient. Il empêchait des nouvelles mosquées, des nouvelles ouvertures, etc. Il y avait déjà des mosquées qui existaient. Et puis surtout, avec Christian Estrosi, on a installé effectivement des mosquées dans des locaux municipaux, je pense. Ça interroge quand même comme idée. Hein. On a des locaux municipaux, on fait pas des crèches, on fait pas des équipements pour les seniors, on y installe des mosquées. Et bien pour autant, lors de la grande vague de départ djihadiste pour l'Irak et la Syrie, Nice a été la grande ville française la plus touchée. Donc, vous voyez, malheureusement, l'un n'empêche pas l'autre. Et en réalité, on est sur des phénomènes qui se nourrissent les uns des autres. Je pourrais rappeler que la mosquée UOIF de Nice-Nord était fréquentée par le terroriste du 14 juillet, par exemple. Malheureusement, les exemples sont multiples dans notre ville. Alors, vous avez été aussi fondateur d'un groupe de défense de l'identité niçoise, Nissa Rebella. Qu'est-ce que ça représente de défendre l'identité niçoise? Quelle est-elle, cette identité? Oui, c'est vrai que j'ai eu un parcours politique. J'ai participé à la fondation des identitaires de manière générale au niveau national, dont j'ai dirigé le mouvement de jeunesse avant d'avoir plus une place de formateur, de conseiller. Quand il y a eu Génération Identitaire et tout ce que vos auditeurs connaissent et j'imagine ont soutenu pour un certain nombre d'entre eux. Et sur le plan local, j'ai été avec l'équipe qui m'entoure, j'ai participé à un renouveau de la culture de l'identité niçoise parmi les jeunes. Vous m'avez fait d'ailleurs l'amitié et je vous en remercie de démarrer cette émission avec Lisa Ladrel et nos magnifiques polyphonies. Vous auriez aussi pu prendre du Dick Rivers avec l'ISP des Anges, ça aurait été une autre ambiance. Et voilà, c'est ce qui me constitue. Je considère, moi, que l'identité, vous savez, c'est des cercles concentriques, c'est des poupées russes. Et l'identité, c'est à la fois, oui, moi je suis issu du côté de mon père d'une très vieille famille niçoise, du côté de ma mère, ce sont des rapatriés d'Algérie. Et tout ça nous construit. Et être alsacien, par exemple, ou être niçois, c'est pas exactement la même chose. Ça veut pas dire qu'on n'est pas plein de choses en commun, mais c'est pas exactement la même chose. Et nous avons ici une identité très forte. Nous avons été français tardivement, puisque l'annexion du comté de Nice, c'est 1860. Rapidement, Philippe Bardon. Oui, un caractère politique assez fort. Et je considère que notre identité, c'est tout ce qui nous constitue. Donc oui, je suis niçois, français, européen. Et j'insiste aussi sur cette dimension civilisationnelle. Et pour moi, ça a toujours été important de défendre cette part d'identité qui est le premier échelon. Voilà. Merci beaucoup Philippe Bardon d'avoir été avec nous. Vous êtes conseiller municipal et régional, délégué national à l'animation du parti Reconquête.